Bonsoir et bienvenue pour l'épisode 3 avec mon invité La Chouette. Aujourd'hui, focus sur un sujet qui habituellement n'est pas traité sur cette chaîne, les surdoués. On répond aux questions des abonnés, on parle d'intelligence, de décalage et de MBTI, et ça commence maintenant. Bonne écoute. Bonsoir La Chouette, surdoué au potentiel, des termes parmi d'autres pour désigner une aptitude intellectuelle qui suscite à la fois une série d'idées reçues, des confusions, et pas mal d'interrogations aussi, comme on va le voir dans un instant, avec toutes les questions soumises par les abonnés aux emails de psychopersonnalité. Alors aujourd'hui, et si on démêlait tout ça avec toi, La Chouette, et avec tes expériences, puisque tu es toi-même HPI, et je te propose de commencer tout de suite avec une question de Claire, question très utile pour poser les bases dès le départ, puisque la question c'est quoi un surdoué ? Déjà, pour commencer, je vais dire que je vais pas avoir la prétention de définir dans l'absolu ce que c'est un surdoué, parce que ça fait plusieurs décennies que des tas de gens écrivent des bouquins pour essayer de répondre à cette question et ne sont jamais d'accord entre eux. Donc, je vais donner comment on définit un surdoué de façon, dans le secteur de la psychologie. Donc, quand on va passer des tests, qu'est-ce qui détermine si on est surdoué ou pas? Et donc ça, selon ce point de vue, les surdoués sont des personnes qui ont un quotient intellectuel d'au moins 2 écarts types au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que la moyenne, elle est au chiffre 100, et qu'un surdoué, c'est une personne qui a au moins 130 de QI. Ensuite, il y a pas mal de professionnels du secteur de la psychologie notamment qui essayent de rajouter des caractéristiques par rapport à ça. C'est assez variable, il y en a qui vont dire que les surdoués sont aussi des gens hypersensibles par exemple. Sur ça, je prends un peu plus de pincettes parce que la plupart de ces personnes, justement comme elles sont dans le secteur de la psychologie, elles vont définir la douance à partir de leurs patients. Et ça me semble raisonnable de penser que les surdoués qui vont chez le psy ne sont pas forcément représentatifs de la population entière de surdoués, parce qu'on exclut les surdoués qui n'ont pas de raison d'aller consulter, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller consulter, et sans doute d'autres choses. Ouais, puis on est dans une approche plus subjective que celle du QI, finalement, la mesure du QI. Oui, c'est ça. Après, chacun fait un peu sa petite tambouille. Moi aussi, je fais des constats personnels, mais ça varie vraiment beaucoup. Et justement, le fait qu'il y ait toute cette diversité de définitions, ça montre aussi que c'est un sujet qu'on ne comprend pas encore très bien et qu'on a un peu de mal à définir. Déjà, à la base, définir l'intelligence, on ne sait pas trop le faire. Donc, j'ai tendance à dire qu'un surdoué, c'est quelqu'un qui a une intelligence cognitive, intellectuelle, qui est plus développée que la moyenne. Concrètement, si on le met dans un scanner, on voit que son cerveau, les connexions neuronales, elles sont plus nombreuses ou elles vont plus vite. Ça va se voir concrètement. Tout le reste qui gravite autour, c'est un peu plus flou. Oui, c'est bien que tu parles des connexions neuronales parce que ça me permet d'enchaîner tout de suite avec la question de Sébastien. Sébastien, identifié surdoué à 40 ans, qui premièrement nous remercie de traiter les thématiques de l'autisme et des surdoués. Merci aussi Sébastien. Et donc Sébastien s'interroge par rapport aux particularités neurologiques d'une personne à haut potentiel. Alors tu viens d'en parler un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore à dire avec ça ? Donc ce sont des connexions plus rapides, c'est ça que tu as dit ? Oui, les informations sont échangées plus rapidement entre les différentes zones du cerveau. Il y a quelques études qui ont été faites à ce sujet, mais ça fait pas très très longtemps qu'on s'y intéresse de près, donc il n'y a pas énormément de choses qui font consensus. Mais ce qui ressort de plusieurs études que j'ai lues, c'est une étude lyonnaise qui démontrait que les surdoués avaient une meilleure connectivité entre les deux hémisphères de leur cerveau. Ils avaient aussi certaines parties de leur cerveau qui étaient un peu plus épaisses que chez les personnes non surdouées, ce qui faisait que ils allaient apprendre plus vite, mémoriser plus vite. Il y allait avoir une meilleure plasticité cérébrale aussi. Ouais. T'as entendu parler de la théorie de l'intégration fronto-pariétale ? Non, pas du tout. Ça parle effectivement d'une grande efficacité de communication entre les différentes zones du cerveau, et apparemment c'est une théorie qui semble faire consensus à ce jour. Enfin voilà, si vous avez envie de chercher un peu plus loin à ce sujet, c'est une des pistes.
Je vais revenir un peu sur le QI aussi, puisque tu as énoncé le chiffre de 130. J'ai aussi vu par moment passer le chiffre de 125. C'est quoi ton avis là-dessus? Il y a deux valeurs Moi, différentes. de toute façon, je considère que à un moment, il fallait poser une limite et elle est assez arbitraire. Effectivement, on l'a mise à 130 parce que c'était pour faire symétrique par rapport au seuil de la déficience intellectuelle. En fait, on est considéré comme ayant une déficience intellectuelle si le QI est à 70 ou moins. Donc, du coup, pour être parallèle, on va dire, on a mis le 130, mais dans la mesure où le QI, c'est pas un chiffre précis, mais plutôt une fourchette. Il y a des gens qui n'ont pas tout à fait 130 de QI au test, mais qui sont quand même considérés comme surdoués parce que le psy se dit il est tombé dans le bas de sa fourchette. S'il était en meilleure forme, il aurait eu quelques points en plus. Et puis voilà, on n'est pas. De toute façon, entre 129 et 130 de QI, il n'y a pas un changement brutal dans le fonctionnement du cerveau. Ouais, et pour rester dans le QI, je continue avec une question de Isabelle qui nous dit que alors, l'influence du QI dans l'identification de la douance est parfois remise en question. Au passage, Isabelle, ça aurait été utile de nous dire de qui provient cette remise en question. Néanmoins, la chouette, est-ce que tu as un avis sur cette remarque? Est-ce qu'il te semble que l'influence du QI est remise en question? C'est une réflexion à laquelle j'ai souvent été confrontée. Et effectivement, un test de QI, c'est pas parfait. Ce n'est pas efficace avec tout le monde. Une personne, je sais pas, par exemple, qui est en dépression ou qui prend des médicaments, elle peut pas passer un test de QI. Une personne qui a des difficultés à communiquer ou qui a des troubles anxieux vraiment très très forts, pareil, ça peut influencer. Donc, c'est plutôt, on l'utilise parce qu'on n'a rien de mieux, mais effectivement, voilà, c'est pas parfait. En fait, le QI, c'est censé représenter une réalité et pas être cette réalité. Mais si on prend à grande échelle, actuellement, c'est la meilleure solution qu'on a pour détecter les surdoués. Ouais, puis de toute façon, comme toujours, avec tous les outils, on peut toujours trouver des défauts. Il n'y a jamais rien de parfait, c'est clair. Je vais continuer avec Isabelle, qui nous dit que on oppose souvent surdoué et non surdoué en tant que dichotomie. Mais Isabelle se demande s'il ne serait pas plus pertinent de parler de spectre avec différents niveaux d'intensité, parce qu'on peut présenter des caractéristiques de la douance telles que l'hypersensibilité ou l'hyperempathie par exemple, sans être surdoué. Donc, à ton avis, plutôt spectre ou plutôt dichotomie? Alors moi je suis totalement plus du côté spectre, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le seuil des 130 c'est quelque chose qui est arbitraire, ça correspond pas, c'est une interprétation de la réalité, mais ça correspond pas à une réalité précise. Il n'y a pas le cerveau des gens qui a 130 de QI, paf, ça bascule dans un mode de fonctionnement. Effectivement, si on regarde des gens qui ont un QI au-dessus de la moyenne, je sais pas, entre 115 et 130, il va y avoir graduellement des choses qui vont se passer et les personnes elles vont se sentir en décalage intellectuel, même si ça va pas être au point d'une personne qui a plus de 130 de QI. Donc effectivement, voilà, pour moi c'est clairement un spectre. Après, cette personne part du présupposé que la douance, elle est définie par l'hypersensibilité ou des trucs dans le genre. Sauf que ça, en fait, pour moi, en tout cas, c'est pas constitutif de ce qu'est un surdoué. Il y a des surdoués qui ne sont pas hypersensibles et il y a des personnes hypersensibles qui ne sont pas surdouées. Donc, pour moi, je pense que cette idée reçue, ça vient d'un biais qui fait que, à mon avis, les surdoués qui sont hypersensibles, ils vont plus souvent consulter un psy parce qu'ils ont plus de raisons d'avoir des problèmes dans leur vie. Mais voilà, je pense pas qu'il faille automatiquement associer l'hypersensibilité à la douance. Magali se définit potentiellement au potentiel. Elle a parfois l'impression d'être totalement décalée par rapport aux autres. Elle a énormément de mal à tisser des liens. Et donc, cette sensation d'être inadaptée socialement, alors que pourtant, elle est tout à fait capable de comprendre ce que ressentent les autres, mais malgré tout, créer un lien avec eux reste une énigme. Alors, voilà, ça me pousse à te demander comment ça se passe pour toi dans tes relations. Est-ce que tu as aussi cette sensation de décalage par rapport aux autres? Est-ce que un haut potentiel te semble un frein pour créer des connexions? Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas que le haut potentiel, c'est un ensemble de choses. Si en plus d'avoir un haut potentiel, on a une personnalité atypique, ça va rajouter des soucis par-dessus. Mais oui, il y a plusieurs choses qui vont me mettre en décalage par rapport aux gens. Alors, j'ai moins de problèmes maintenant parce qu'au fil des années, je me suis constitué un entourage qui est capable de me supporter, on va dire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et
En soi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de décalé dans ma façon d'être. C'est-à-dire que je me lève pas le matin en me disant oh là là, je suis quelqu'un de super, super particulier, super en décalage, mais c'est plus quand je vais me confronter directement aux gens que là je vais voir, enfin, avec un autre référentiel, je vais m'en rendre compte. Par exemple, si je vais sur Internet, sur YouTube ou sur Facebook ou n'importe où et que je lis que je lis les gens qui discutent, en général, je vais avoir l'impression de voir quelque chose de souvent très manichéen, avec très peu de nuances, avec très peu de recul. Pendant un moment, je me disais, ah tiens, je vais essayer d'intervenir dans ces situations pour essayer d'élargir un peu le débat, mais ça se passe presque systématiquement mal, donc du coup, euh, je n'écris plus sur ces sites. Il y a souvent des situations où je me mets à écrire des pavés, parce que j'écris souvent des pavés, et où je sens très très bien que c'est un peu comme un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine et qui casse tout. Et je regrette un peu, je me dis, ah zut, j'aurais pas dû intervenir en fait, parce qu'il y avait les gens là qui étaient en train de discuter euh, avec leur niveau de perception de la chose, et moi j'arrive en disant, non mais attendez, regardez, c'est plus compliqué, il y a des nuances là, et puis il y en a là, et puis il y en a là, et puis les gens en fait, ils trouvent ça violent, et à raison, parce que ils sont pas habitués à voir la chose de ce point de vue-là. Donc ça peut être assez difficile pour eux à supporter, enfin, cette espèce de densité mentale que je leur mets comme ça, sans prévenir. Et c'était comme ça partout, en fait, pendant très longtemps. Là, j'ai pris l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est une des seules situations où ça peut encore arriver, mais quand j'étais gamine, c'était comme ça avec à peu près tout le monde. Et puis pour toi, finalement, frustrant de ne pas avoir un répondant à la hauteur de ce que tu donnes, peut-être. Oui, oui, c'est très frustrant. Mhm. C'est un peu comme si j'étais une voiture et que l'embrayage n'était pas correctement réglé par rapport à la vitesse à laquelle je veux rouler et que du coup ça me cassait tout mon moteur à l'intérieur. Mhm. Et au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant en fait. C'est fatigant de ne pas pouvoir se fatiguer à discuter avec des gens. C'est paradoxal, mais Et donc finalement, des liens avec d'autres surdoués sont plus satisfaisants. oui, oui, oui. Alors la douance, ça fait pas tout, hein. C'est pas parce que quelqu'un est surdoué que je vais bien m'entendre avec lui, mais c'est sûr que ça aide, hein. J'ai la quasi-totalité de mes amis sont, alors pas forcément surdoués, mais des gens qui sont atypiques dans leur manière de penser et qui ont toujours un QI assez élevé, à mon avis, même si la plupart n'ont pas passé de test. Même en dehors de ça, je peux nouer des liens tout à fait intéressants avec des gens qui ne sont pas du tout comme moi. Mais le problème, c'est que moi, à la longue, je risque de les épuiser, en fait. Et en fait, souvent, il y a deux possibilités. Soit je suis moi-même avec eux et je les épuise parce que je leur parle trop de choses trop compliquées et au bout d'un moment, ça les agace, ça les fatigue. Mhm. Soit j'essaye de me brider et de pas trop bah voilà, de pas trop les mettre devant leurs contradictions, de pas trop rajouter des nuances et d'écrire des pavés partout. Mais à ce moment-là, c'est moi qui vais finir par me sentir vraiment mal parce que j'aurai pas la possibilité de m'exprimer, de nourrir mon mental. Et finalement, si tu devais définir les critères d'une relation satisfaisante pour toi, ce serait quoi? Est-ce que c'est surtout fondé sur l'intellect ou il y a d'autres critères importants? L'intellect, c'est très important, mais ça fait absolument pas tout. Mm. Enfin, j'ai des relations purement intellectuelles avec certaines personnes, des relations un peu du genre épistolaire, ou alors des gens avec qui je discute souvent sur des groupes, mais de choses complètement intellectuelles. Mais pour moi, ça suffit pas. Il y a la dimension affective qui est très importante aussi. Clairement, je préfère être en compagnie d'une personne qui a un QI dans la moyenne, mais qui a des valeurs que je trouve belles et intéressantes, qu'une personne surdouée qui est extrêmement arrogante et insupportable avec moi. Et donc voilà, pour répondre à Magali, qu'est-ce qu'on peut lui dire, lui conseiller, c'est de s'entourer finalement de personnes avec qui elle peut trouver des affinités à ce niveau-là. De nouveau, on se retrouve à orienter vers des groupes ou des forums ou des choses comme ça, probablement. Oui, bah pour trouver des semblables. Et en fait, pour moi, l'important, enfin, je pense pas qu'il faille nécessairement s'entourer que de surdoués, mais qu'il y a besoin d'avoir une soupape, en fait, un endroit où on va pouvoir se défouler tout son intellect. Et une fois qu'on aura cet endroit, bah, ça va devenir beaucoup plus simple avec les autres relations parce qu'on aura plus cette tension constante, le besoin de se défouler.
Moi, à l'époque où j'avais pas encore réussi à trouver cette soupape, bah, j'étais assez difficile à vivre avec tout le monde parce que justement j'avais cette intensité intellectuelle comme une patate chaude entre mes mains. Je me disais, ah, il faut que je fasse un truc avec, et je sentais que ça embêtait les gens. Et là, depuis, bah, je peux ne pas du tout m'en préoccuper avec les personnes que ça dérangerait. Donc tout est beaucoup plus zen. Donc voilà, ça me semble important de trouver un cercle, de trouver des personnes référentes avec qui on pourra tout donner. Ouais, super intéressante l'idée de la soupape. On va continuer dans la problématique du décalage par rapport aux autres avec Cécile, INTP surdouée, en couple avec un INTP surdoué également. Cécile et son mari sont confrontés au syndrome de Cassandre, c'est-à-dire qu'ils peuvent très facilement anticiper des problèmes que d'autres ne voient pas arriver. Et le souci, c'est que quand Cécile et son mari essaient de prévenir les autres de ce qui va se passer, ces personnes ne sont pas toujours disposées à entendre leurs suggestions ni à passer à l'action pour éviter les issues négatives. Alors émotionnellement, c'est difficile à vivre pour Cécile, surtout quand il s'agit de proches avec qui elle tient à préserver de bonnes relations. Du coup, plutôt que de jouer les oiseaux de mauvais augure, elle préfère se taire, mais elle se demande comment vivre cela plus sereinement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi, tu as remarqué te concernant, le fait de penser plus vite que d'autres personnes, de comprendre plus rapidement que tout le monde ce qui risque de se produire? Est-ce que tu as déjà vécu des situations difficiles en essayant d'aider les autres, mais qui ne veulent pas être aidés finalement? Oui, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs contextes. Il y a en plus le fait que ben, j'ai un type MBTI qui est hyper tourné vers l'avenir, donc j'ai ce côté un petit peu bah, Cassandre aussi. Mhm. Ça arrive assez souvent que des gens aient l'air étonnés par l'issue de quelque chose, alors que moi, en fait, ben, le truc, je l'avais vu venir à 100 km et je leur avais dit. Mais après, comme tu dis, quand il y a des gens qui ont besoin d'être confrontés aux conséquences de leurs actes pour comprendre. Parce que si on leur dit d'avance, fais pas ça, ils vont pas écouter, ou alors ils vont écouter, mais du coup, ils vont reproduire les mêmes erreurs dernières parce qu'ils n'auront pas tiré de leçon. Donc moi, j'essaye de jauger ça avec les gens et de me dire, est-ce que je rends service à cette personne en lui disant, il faut pas que tu t'engages dans ce cursus d'études, il faut pas que tu te mettes en couple avec cette personne, ça va vraiment mal se passer. Il y a des situations aussi où en fait j'arrive à deviner des informations sur quelqu'un que la personne veut garder secrète ou qu'elle n'a pas encore remarqué au sujet d'elle-même. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que une personne elle a un traumatisme ou quelque chose comme ça. Et là, je me retrouve dans des situations vraiment, vraiment compliquées parce que je me dis, mais est-ce que je lui en parle? Est-ce que je la laisse toute seule avec ses émotions? Mais est-ce qu'elle souffre? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est super compliqué. Et du coup, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir une sorte de responsabilité par rapport à ces choses. Et moi, j'avais pas particulièrement envie d'avoir cette responsabilité. J'aurais préféré ne rien voir et ne rien savoir, mais il faut faire avec, malheureusement. Et le pire, c'est que voilà, il y a ce côté, il y a toujours cette peur d'écraser les gens en leur balançant des choses qu'ils sont pas prêtes à entendre. Mais en même temps, quand on ne le fait pas, on se sent coupable, oui, de se dire bah peut-être que j'aurais pu faire quelque chose en étant un peu plus alarmiste avec la personne ou plus ferme. Et ça, voilà, c'est le genre de difficulté qu'on rencontre quand on est surdoué, souvent. Alors Cécile, je vais compléter la réponse ici parce que le syndrome de Cassandre peut aussi intervenir dans d'autres configurations que le contexte du haut potentiel intellectuel. Pour parler MBTI par exemple, et la chouette tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais évidemment hein, j'ai tout de suite pensé aux utilisateurs de l'intuition introvertie en fonction dominante, hein, INTJ et NFJ, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, l'intuition introvertie, très orientée vers le futur, c'est vrai qu'on peut jouer les visionnaires déconcertants, et en plus, quand on combine ça avec des profils de l'énéagramme motivés par la peur, on peut avoir genre le plus grand radar à catastrophe de tous les temps. Donc pas forcément bien accepté non plus. Et puis, si je sors du MBTI, on peut encore parler de situations où une personne a tout simplement plus de compétences ou d'expérience hein, dans un domaine que son interlocuteur. Je te donne un exemple tout bête. Si un médecin dit à son patient « Vous devriez réduire votre consommation de sucre, sinon vous risquez le diabète », le médecin utilise ses compétences et son expérience pour interpréter les résultats des examens réalisés par le patient et pour faire une prédiction. Ensuite, le patient a le choix de prendre la recommandation au sérieux ou pas et d'agir en conséquence ou pas. Mais à ce moment-là, ce n'est plus dans les mains du médecin. Et ça,
C'est vraiment le genre de situation qui peut se produire tous les jours, même sans être médecin, hein, parce qu'il y a toujours un domaine précis où on va être plus compétent qu'une autre personne. Et c'est vrai que du coup, ça donne envie de donner des conseils. Le plus souvent, ça part d'une bonne intention pour aider la personne, pour lui éviter des conséquences fâcheuses. Ou sinon, comme tu l'as dit, la chouette, ça peut faire culpabiliser. Si on le fait pas, si on voit un truc et qu'on dit rien, ça peut faire culpabiliser. Et tout le monde peut se projeter dans une situation où il a un jour essayé d'avertir une autre personne sans être pris au sérieux. Et aussi, tout le monde, y compris toi, Cécile, d'ailleurs, a bien vécu une situation où il a rejeté des recommandations venant d'une autre personne. Tout simplement parce que on a tous notre vérité personnelle et qu'on déteste tous que notre vérité soit remise en question par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un processus universel, en fait, hein. Et par conséquent, pour ça, on peut se tourner aussi vers des pistes universelles. Par exemple, celle que tu as déjà commencé à explorer, Cécile, hein, dont tu m'as parlé, qui est le lâcher-prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler. Et pour ça, tu peux d'ailleurs aussi t'intéresser au stoïcisme, si tu n'as pas encore regardé de ce côté-là. Le stoïcisme qui peut justement t'aider, qui nous aide à accepter nos limites. Ou alors, si tu ne veux pas lâcher prise, parce que ça peut arriver dans certaines situations, je peux te suggérer aussi de te former aux techniques de persuasion, où là, tu es vraiment dans une démarche très active pour accompagner la personne depuis un point A jusqu'à un point B, mais avec des étapes et un ordre bien précis à respecter, sinon ça ne marche pas. Et tu verras que en plus, ce sera pour toi un bon exercice pour ta fonction inférieure, le sentiment extraverti. Mais je te laisse découvrir ça de ton côté. Et puis, comme je viens de parler il y a quelques instants des anticipations liées à la peur, ça peut faire le pont facilement avec les angoisses. Et à ce sujet, j'ai une question de Magali. Y a-t-il un lien entre angoisse et haut potentiel ? Alors, à ce sujet, c'est un peu compliqué parce que mes sources se contredisent complètement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les psys qui écrivent des bouquins sur la douance, ils sont très nombreux à dire que les surdoués sont plus anxieux que la moyenne, mais en même temps, ils sont psys, donc leur échantillon, c'est pas des gens qui vont bien de base, quoi. Donc c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup de gens anxieux parmi eux. Et à l'inverse, il y a des études qui disent, alors je les ai pas sous la main là, mais je vais essayer de les retrouver, qui disent qu'au contraire, les surdoués ne sont pas plus anxieux que les autres, voire certaines disent même qu'ils sont moins anxieux que les autres, parce qu'ils ont plus de ressources pour éviter des situations anxiogènes. Donc finalement, je vais poser un gros point d'interrogation sur cette question. J'ai l'impression qu'en fait, les surdoués, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que si on les met dans un environnement adapté à leurs besoins, qui répond à leurs exigences au niveau stimuli intellectuel et apprentissage, ils vont aller bien, et sinon ils vont aller mal, quoi, voilà. Ah ouais, tout simplement. Et toi, par exemple, ton expérience vis-à-vis des angoisses ? Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Après, je sais pas si c'est un point pathologique, parce que ça a été assez variable au cours de ma vie. J'ai eu des moments d'anxiété sociale très très forte, où j'avais eu du mal à sortir de chez moi et aller voir des gens. Au plus fort, ça a été une situation où je suis partie en vacances avec des amis et j'avais du mal à sortir de ma chambre. Il fallait m'apporter un plateau avec de la nourriture à travers la porte. Ah, carrément. Et ouais, carrément. Enfin là, ça allait vraiment pas bien du tout. Et ces dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Par exemple, avant, je faisais des crises d'angoisse à l'idée de téléphoner, alors que maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai été obligée de beaucoup téléphoner dans le cadre de mon travail et que j'ai beaucoup joué avec des amis, avec un chat vocal, donc ça m'a permis d'associer le téléphone à des choses positives. Donc voilà, ça a été très variable pour moi, même si je suis quelqu'un d'assez stressé de tempérament. Franchement, je pense qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne à ce niveau. En tout cas, je pense pas qu'il y a pas de fatalité, ça c'est sûr. Si un surdoué il est anxieux, il faut pas se dire il est anxieux parce qu'il est surdoué. S'il est surdoué, c'est parce que, enfin, s'il est anxieux, c'est parce qu'il y a un problème et il faut résoudre le problème et pas se dire que c'est inévitable. Oui, voilà, les exemples que tu viens de citer, que tu as vécu, c'est pas forcément lié à ton potentiel, ou si ? Non, ça joue, mais c'est pas un lien de cause à effet direct, ça, c'est sûr. J'ai un témoignage de Sophie qui raconte qu'elle a été voir 3 psys différents et qui ont tous les 3 pressenti que Sophie pourrait être surdouée. Du coup,
elle est plutôt bouleversée d'apprendre cela tardivement, surtout parce qu'elle trouve que cette information est incohérente avec les difficultés qu'elle a rencontrées sur son parcours personnel et professionnel. Donc elle a du mal à admettre l'éventualité d'être au potentiel, et ses questions sont les suivantes. Quel test doit-elle passer pour que les suppositions des psys deviennent une certitude? Mais bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là. Et surtout, l'autre question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette certitude? Parce que Sophie a l'impression que ça pourrait l'aider à avancer vers son chemin de vie avec confiance et sérénité. Voilà. Pour vérifier si on est surdoué ou pas, il faut aller chez un psychologue ou un neuropsychologue. Ce sont les seuls professionnels en France. Je ne sais pas si c'est différent à l'étranger, comme toujours, mais en France, en tout cas, ce sont les seuls qui ont le droit de faire passer les tests standardisés. Au niveau des tests, il va y avoir bien sûr un test de QI, mais ce ne sera pas tout. En fait, c'est un bilan psychologique complet où il va y avoir d'autres tests un peu plus axés qualitatifs, donc des tests de personnalité. Voilà, et en fait, le bilan, ce sera pas juste vous avez tel QI et si vous avez 130, vous êtes surdoué, et sinon non, 300 €, merci, au revoir. Ça va, enfin, le psychologue va quand même développer sur les axes de personnalité de la personne, sur ses besoins spécifiques, si jamais il y a des problématiques qui ressortent dans les tests. Si jamais, pareil, il y a des grosses hétérogénéités au test, il pourra dire bah, éventuellement, là, il y a peut-être un problème, il faudrait consulter pour vérifier s'il n'y a pas un truc. Au-delà de savoir si on est surdoué ou pas, ça permet de faire un point sur sa personne d'une façon générale. Et souvent, le psy il va donner quelques conseils par rapport à la gestion de soi-même. Donc effectivement, si on veut faire le point sur soi, sur ses forces, sur ses faiblesses et avoir un peu un nouvel élan dans sa vie, je pense que c'est une bonne idée d'aller se faire tester. Après, il y a des surdoués potentiels qui en ont rien à faire et qui vont jamais passer des tests et qui sont très heureux comme ça. Donc ça dépend de la personne. Ouais, par exemple, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, à l'époque, j'étais dans une phase où je commençais à me rendre compte que j'étais atypique et je savais pas pourquoi. Donc c'était très important pour moi d'aller passer ce test parce que je voulais savoir qu'est-ce qui clochait chez moi. Donc ça a ouvert la porte à une remise en question de mon identité et ça a permis plus tard d'embrayer sur l'autisme. Donc voilà, c'était très important parce qu'il y avait à la base un milieu qui n'était pas en adéquation avec mes besoins et beaucoup d'incertitudes par rapport à qui j'étais et comment je fonctionnais. Mais il y a des gens qui sont dans un milieu où ils n'ont pas du tout de problème et ils sont déjà construits de façon très stable, ils sont très sûrs d'eux et tout. Et eux, ils vont pas forcément voir l'intérêt de savoir s'ils sont surdoués ou pas. Enfin, ça changera rien à leur vie, voilà. Donc, faut voir au cas par cas. Ouais. Au moment où tu as reçu ton résultat, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, c'était paradoxal parce que mon QI est très hétérogène, donc le score qu'a donné la psy était juste à titre indicatif, mais il n'a pas vraiment de valeur en soi parce que voilà, il y a trop d'écart dans les résultats. Et quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, ah bah dis donc, je pensais pas que ce serait aussi élevé. Et en même temps, il y avait une référence à un bouquin de SF que j'aimais bien dans mon score de QI, donc ça m'a fait rigoler. Et je me suis dit, mais comment je peux penser à une chose pareille maintenant? On peut savoir ce que c'est? C'était parce qu'en fait j'avais un QI global de 142 et j'ai pensé au 42 du guide du voyageur galactique, une célèbre série de science-fiction avec des gens qui voyagent dans l'espace dans des vaisseaux spatiaux, voilà. Et, et je me suis dit c'est rigolo. Je me suis dit c'est marrant, mon instinct geek il me lâche jamais en fait, même dans les moments pareils. Excellent. Mais bon, comme je disais, ce score n'a aucun sens. C'est comme si on prenait un boxeur et qu'on lui faisait une épreuve de boxe et une épreuve de natation. Et s'il est nul en natation, on va pas lui dire bah, vous êtes un sportif de niveau moyen alors que le mec il est super bon en boxe. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Est-ce que c'est valorisant de savoir qu'on est surdoué? Oui, c'est valorisant. Surtout que, alors c'est pas systématique, il y a des surdoués qui sont assez arrogants là-dessus, mais beaucoup de surdoués n'ont pas l'impression d'être particulièrement intelligents, ils ont même l'impression d'être débiles, on va dire. Moi, je me retrouve souvent dans des situations où je suis pas du tout dégourdie, où je dis des choses vraiment idiotes. Par exemple, une fois, c'était à la fac, donc j'étais déjà majeure et tout, hein,
on était en cours d'informatique. À un moment, on avait une carte du monde devant les yeux, je sais plus pourquoi. Et je regarde la carte du monde, elle était en anglais. Et je dis à voix haute, c'est marrant, tous les pays ils sont écrits en anglais, sauf la France. Et malheureusement, je l'ai dit à voix haute. Après, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, ah, c'est vraiment très con ce que je viens de dire. Et à côté de moi, il y avait une camarade, elle m'a dit, je suis désolée, je t'ai entendu. Donc voilà, en fait, on peut avoir un haut QI et faire des choses complètement connes comme ça, parce que comme tout le monde, on a des hauts et des bas, et il y a des jours sans, quoi. Voilà. Le truc qui te décrédibilise en 1 seconde et demie. Ah bah c'est sûr, mais moi de toute façon, je parle jamais de ma douance aux gens parce que ils me croiraient pas, ils auraient raison parce que je fais tellement de choses stupides que Oh, bah, je suis sûre que tu exagères. Mais bah ça justement, dépend dans c'est bien quel que tu... domaine, on va dire. Ouais, bah oui, comme toujours, hein, toujours les forces et les faiblesses. Mais c'est bien que tu en parles parce que justement, on peut enchaîner avec cette question. À ton avis, comment les surdoués sont perçus par les non-surdoués? Tu as parlé d'arrogance tout à l'heure. C'est plutôt ambigu parce que bah, d'une part, il y en a beaucoup qui les admirent et qui voudraient être comme eux parce que bah, forcément, avoir un truc au-dessus de la moyenne, peu importe dans quel domaine, bah, forcément, c'est séduisant. Et en même temps, en fait, j'ai l'impression que ça les agresse un petit peu de savoir qu'on est surdoué parce que finalement, si c'est pas eux qui nous mettent sur un piédestal, ils ont l'impression d'être rabaissés par rapport à nous. Donc, beaucoup de surdoués choisissent de ne jamais parler de leurs conditions en public, à part à des gens vraiment proches, parce que ils ont tendance à le percevoir comme de la vantardise. Même si nous, on le dit pour dire j'ai un fonctionnement un peu différent, eux, ils entendent regarde, j'ai un gros QI, il est magnifique, il est plus gros que le tien. Ceci dit, il y a certains surdoués qui ont ce type de Oui, oui, oui. comportement Il y a aussi. certains surdoués qui Mm. ont ça, mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas du tout comme ça et qui sont quand même Mhm. perçus de cette manière. En même temps, si tu veux parler de ça, t'es obligé d'être factuel. À un moment donné, tu peux pas faire semblant d'aller au même rythme que les autres sur certaines choses. Si ça te fait souffrir de te forcer à aller au même rythme qu'eux, enfin, t'es obligé de dire là, la réunion. Enfin, pas le dire à voix haute, mais t'es obligé à un moment de confier quelque part que la réunion, elle a duré 3 heures, elle aurait pu durer une demi-heure si on avait été efficace. Ça te met dans des situations délicates socialement parce que t'as envie de dire les choses. Et en même temps, si tu les dis, ben, les gens, ils vont se sentir rabaissés. Et alors, même si c'était pas du tout ton objectif et que voilà quoi. Est-ce que selon toi, d'autres types d'intelligence que celle dont on a parlé jusqu'à présent, l'intelligence mesurée par le quotient intellectuel, est-ce que d'autres types d'intelligence sont à prendre en compte? Ah oui, clairement, pour moi, le QI, ça témoigne d'une certaine forme d'intelligence, mais il y en a plein d'autres, et on peut avoir un haut QI tout en étant quelqu'un que je vais trouver stupide. D'une façon générale, bah, il y a tout ce qui est intelligence émotionnelle, la capacité à reconnaître ses émotions, celles des autres, à les gérer, à réagir d'une façon appropriée émotionnellement. L'intelligence sociale, l'intelligence kinesthésique, qui me fait très défaut personnellement. Voilà, l'intelligence spirituelle, il y a tout un tas de formes d'intelligence. Et même dans l'intelligence intellectuelle, il y a des... C'est pas parce que deux personnes sont surdouées qu'elles vont être surdouées dans les mêmes trucs, entre guillemets. Hein. Il y a des surdoués qui vont avoir une très très bonne mémoire sur le long terme, mais qui vont avoir une mémoire sur le court terme très mauvaise, et donc qui vont être très tête en l'air, et, euh, et voilà, ou d'autres qui vont être très très rapides, mais dans certains trucs, et très lents dans d'autres trucs. Donc voilà, l'intelligence pour moi c'est quelque chose de multiple, et plus le temps passe et plus je décorrèle ça du QI parce que j'ai rencontré énormément de surdoués, et il y a des non surdoués que je trouve plus intelligents que certains surdoués parce que tout simplement ils mobilisent plus leur forme d'intelligence dans l'ensemble, alors qu'il y a des surdoués qui investissent tout dans l'intellect et ailleurs il y a rien quoi. Ouais. Mais finalement, enfin moi j'ai un petit peu cette impression, je sais pas si c'est la tienne aussi, mais que l'intelligence mesurée par le QI est plus valorisée que les autres. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai cette impression aussi, c'est pour ça que à mon avis le fait de parler de sa douance aux gens ça met les autres mal à l'aise parce que même si eux ils sont meilleurs que... Enfin si je dis à quelqu'un je suis surdoué, même s'il est meilleur que moi dans plein d'autres trucs, et ben, il va quand même retenir ce côté, elle essaye de me rabaisser en disant qu'elle est surdouée. C'est sans doute à cause, je sais pas, du paradigme sociétal dans lequel on est, qui valorise clairement, enfin, qui dévalorise plutôt certaines formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, ça n'intéresse pas énormément de monde, enfin, proportionnellement à l'intelligence cognitive.
pour moi, c'est une erreur de faire ça parce que il y a des gens qui sont fiers de surinvestir une des sphères de leur développement et qui se rendent pas compte que ça peut être problématique de délaisser les autres. Et voilà, ça crée des déséquilibres et voilà, pour moi, c'est un souci. Oui, puis peut-être justement aussi le fait d'avoir un constat officiel pour ce type d'intelligence et pas pour les autres. Oui, c'est peut-être plus facile à évaluer que l'intelligence émotionnelle, peut-être plus simple. Et je sais que ça commence à exister des tests pour mesurer du coup ce qu'ils appellent le QE, le quotient émotionnel, Oui. mais ça s'est pas encore généralisé comme le QI parce que c'est encore en phase où on expérimente, mais peut-être qu'un jour ça finira par exister. Ça pourrait être pas mal aussi pour... parce qu'à la base, le test de QI, ça n'a pas été créé pour mesurer le quotient intellectuel des surdoués, c'était pour évaluer les déficits, les difficultés des gens. Donc si un gamin il avait des difficultés à l'école, on faisait passer un test de QI pour voir où ça clochait, et après on mettait des aménagements adaptés. Et peut-être que les tests pour le quotient émotionnel, ça pourrait commencer par là, en fait, pour aider les gens qui ont des difficultés à gérer leurs émotions sur plusieurs champs, et qu'après, on pourra développer ça et ça pourra servir à d'autres usages. Est-ce que le fait d'avoir un QI supérieur à la moyenne peut être corrélé avec le fait de réussir sa vie, d'après toi? Franchement, je sais pas trop. Je dirais que c'est un facteur qui peut aider, mais qui peut aussi complètement se retourner contre la personne. Si jamais elle est dans un environnement qui lui permet pas d'exploiter ce potentiel qu'elle a. J'avais vu une seule étude, bon, non, je suis pas non plus une chercheuse, hein, donc je trouve il y a peut-être des études que j'ai pas vues, mais qui disaient que en gros, il y avait une corrélation entre le QI et la réussite jusqu'à un certain point, jusqu'à à peu près 135-140 de QI. Et après, ça commençait à chuter parce qu'en fait, la personne était trop en décalage intellectuel pour pouvoir diriger efficacement une équipe. C'est-à-dire que, en fait, cette étude partait du principe que, au-delà de 20 points de QI d'écart avec son interlocuteur, c'est pas possible d'avoir une conversation authentique. Et du coup, quand on a un QI qui dépasse un certain seuil, ça fait qu'on va pouvoir avoir une conversation authentique avec très très peu de gens, et même en passant par un intermédiaire, on va quand même être très séparés. Par exemple, si on a 140 de QI, qu'on prend un conseiller ou un assistant qui a 120, qui va pouvoir parler aux gens qui ont un QI dans la moyenne. Qui fait le traducteur. C'est ça, au bout d'un moment, même avec l'intermédiaire, on va être trop en décalage, donc ça va vraiment poser des problèmes. Après, évidemment, c'est un modèle, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça, mais c'était pour illustrer en gros le problème que ça pouvait poser. Donc voilà, pour moi, c'est très relatif. On peut pas dire le QI, ça aide, ou au contraire, ça n'aide pas. Pour moi, c'est quelque chose à double tranchant. Je te demandais ça parce que parmi les diverses théories des intelligences multiples, il en existe une qui met justement le focus sur l'intelligence du succès et qui vient d'un psychologue qui s'appelle Sternberg. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, j'avais présenté sa théorie des styles de pensée. Et sa théorie s'appelle la théorie triarchique de l'intelligence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Le mot triarchique, en fait, ça fait référence à 3 entités qui dirigent plutôt qu'une seule, quand on parle de l'intelligence liée au QI. Et donc, ce psychologue, il émet l'hypothèse que l'intelligence du succès, c'est en fait une combinaison de 3 types d'intelligence. Donc d'une part, l'intelligence mesurée par le QI, qu'il valide, mais qu'il estime insuffisante pour prédire notre succès dans la vie, et qu'il appelle intelligence analytique. Donc c'est le fait de pouvoir capturer, stocker, analyser, évaluer l'information et d'établir des plans. Et puis deuxièmement, l'intelligence créative, c'est-à-dire notre capacité à utiliser ce qu'on a appris pour trouver de nouvelles façons de gérer des problèmes nouveaux. C'est l'intelligence qui va solliciter notre imagination, qui va nous demander d'oser expérimenter, donc c'est un apprentissage par l'expérience. Et puis l'intelligence pratique, qui est notre faculté à nous adapter à un environnement, notre capacité à réagir à un contexte précis. Si on veut, c'est la débrouillardise en fait. Et ici, c'est aussi un apprentissage par l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on apprend, par exemple, à l'école ou dans les livres, ça se fait sur le terrain. Et d'ailleurs, on appelle aussi parfois ce type d'intelligence l'intelligence de la rue. Et pour ceux qui se poseraient la question de l'intelligence émotionnelle ou sociale, vous allez la retrouver justement dans l'intelligence créative et dans l'intelligence pratique, avec le fait d'expérimenter ou de vous adapter. Alors,
déjà, ce qui serait bien, tiens, c'est pour vous qui nous écoutez, ça serait bien de nous dire en commentaire dans quel type d'intelligence vous vous retrouvez le plus et celui dans lequel vous vous retrouvez le moins aussi. Et la chouette, ça t'inspire quoi, un modèle comme celui-ci? Est-ce que tu y accordes du crédit? Moi, je trouve ça intéressant. Euh, Après, je veux pas dire que je trouve ça plus intéressant que la théorie des intelligences multiples, parce que pour moi, ça va juste être des classifications différentes, mais qui regroupent à peu près les mêmes informations. Mhm. Mais oui, ça me semble intéressant de proposer un modèle qui mette l'intelligence intellectuelle au même niveau que les autres, dans le sens où, bah, effectivement, ça fait pas tout, c'est juste, on s'en sort pas en ayant que ça. Ou en tout cas, on n'est pas garanti de s'en sortir en n'ayant que ça. Et à l'inverse, on peut très bien s'en sortir en développant d'autres formes d'intelligence. L'intelligence de la rue, notamment, je trouve ça intéressant comme concept, puisque moi, je suis pas quelqu'un de très débrouillard, pas très dégourdi, et je suis très impressionnée par les gens qui ont cette espèce de ruse, de roublardise, qui sont capables de rebondir sur des situations, de trouver des petites phrases percutantes ou de contourner un peu les règles pour faire des trucs. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Alors, il y a aussi le fait que je suis autiste, donc tout ça, ça implique de connaître les normes sociales, de savoir comment les contourner, de savoir jouer un rôle social assez subtil. Et donc oui, moi je pense que c'est très utile d'avoir ce type d'intelligence. En tout cas, quand on ne l'a pas, on a des problèmes, donc je peux confirmer que c'est très important d'en avoir une. Oui, puis je pense aussi que c'est vraiment très lié au monde concret et finalement que les utilisateurs de sensations extraverties inférieures peuvent vraiment se retrouver désemparés par rapport à ce type d'intelligence en tout cas. Oui, oui. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette théorie justement, c'est, je trouve qu'on peut faire un vague parallèle avec les trois centres d'intelligence de l'énéagramme, hein, le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Et encore un petit peu, pour aller un petit peu plus loin, les relier aux trois parties du cerveau, tu sais, le néocortex pour la pensée analytique, le limbique pour l'émotionnel et le reptilien pour les comportements instinctifs. Oui, c'est intéressant. Oui, comme toujours, voilà, c'est comme tu disais, comme toujours, chacun de nous a une préférence marquée pour un type d'intelligence ou pour un centre d'intelligence quand on parle de l'énéagramme, et chacun de nous a aussi tendance à délaisser un type d'intelligence ou un centre d'intelligence, et ça, c'est souvent une source d'obstacles dans notre vie. Et comme d'habitude, l'enjeu, ça va être de réussir à équilibrer les trois. Et ça, c'est du gâteau. Je veux dire, ouais, c'est le gros défi de tout le monde. Ouais. Mais voilà, en regardant ça, c'est vrai que j'ai envie de revenir sur quelque chose dont tu nous avais parlé dans le premier épisode. Quand on était dans la partie spiritualité, quand tu nous as parlé de ton approche personnalisée de la spiritualité et que tu avais expliqué notamment le fait de te projeter dans la peau d'un animal, est-ce qu'on peut assimiler ça à une sorte de stratégie pour développer justement ce que Sternberg appelle l'intelligence pratique ou le centre instinctif dans l'énéagramme? Oui, parce qu'en fait, j'ai du mal à m'intéresser spontanément à l'environnement autour de moi, j'ai du mal à observer les détails. Alors des fois, il y en a qui me sautent aux yeux, mais globalement, je dois faire un effort conscient pour faire attention à ce qui se passe autour de moi, pour faire attention à mon corps aussi, mes besoins, mes sensations. Et donc du coup, j'utilise un petit peu des pièges, c'est-à-dire que je vais passer par des choses qui m'intéressent et que je vais faire un pont pour réussir à aller jusque dans la zone aveugle de ma personnalité. Donc moi, je suis passionnée par la zoologie, donc je vais faire de la méditation ou des trucs comme ça en lien avec les animaux. Et en passant par là, bah, hop, tout de suite, ça devient vachement plus intéressant de faire attention à mon corps, de faire attention à ce qui se passe autour de moi. C'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent avec leur type de personnalité. Enfin, et il y a aussi le côté, la compensation des centres dans l'énéagramme, c'est-à-dire que quand on réprime un centre, au moment où il faut s'en servir, au lieu de se servir du centre réprimé, on va se servir du centre dominant pour essayer de faire le boulot du centre réprimé. Typiquement, moi j'ai le centre mental en dominant et je réprime l'instinctif. Donc quand j'ai besoin de mon centre instinctif, je m'assois par terre et je réfléchis. Je comprends tout à fait de quoi tu veux parler. Et des fois, j'arrive à retrouver mon centre instinctif en allant très très au fond de mon centre mental. Alors, c'est pas forcément la solution la plus équilibrée, mais en attendant, c'est ce qui marche bien, en espérant qu'au fil du temps, j'arrive à un peu mieux m'équilibrer. Ouais, bah voilà, chacun ses stratégies. Hein. On va arriver maintenant dans la partie que tout le monde attend.
Les liens entre douance et type MBTI. C'est d'ailleurs une question collective qui est vraiment revenue de nombreuses fois. Y a-t-il une corrélation entre QI et profil MBTI? Mais avant de répondre à cette question, on va encore faire durer un peu le suspense. Je te propose qu'on s'attarde sur des questions plus spécifiques. Par exemple, une question de Magali, ici, qui trouve que le type INFJ, en base 1 sur l'énéagramme, ressemble beaucoup au profil au potentiel complexe. Isabelle aussi trouve que le type INFJ entre en résonance avec les caractéristiques attribuées aux surdoués, même si ici je ne sais pas de quelles caractéristiques Isabelle veut parler. D'abord, première chose, c'est peut-être l'occasion de commencer de parler de la différence entre complexe et laminaire, si tu veux. Oui, oui, oui. Alors, c'est une théorie qui a été établie suite à des expériences. Enfin, on a mis des surdoués dans des scanners et on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau et on a remarqué qu'on pouvait les classer en deux grandes catégories. Donc, les laminaires, ce sont des surdoués qui ont une activité cérébrale équilibrée, c'est-à-dire que leur douance va être plutôt bien maîtrisée. En gros, c'est un peu les surdoués qui ont tendance à être bons un peu partout, qui savent bien se servir de leur potentiel. C'est souvent ceux qui réussissent plutôt bien à l'école, dans leurs études et dans la vie, parce qu'ils ont une utilisation de leur potentiel qui est équilibrée, qui est bien contrôlée. Et les complexes, ça va être des surdoués qui ont des déséquilibres dans leur manière d'utiliser leur douance, c'est-à-dire que ils vont avoir tendance à avoir des pics de compétences dans certains domaines, et puis ailleurs, ils vont être moyens, voire avoir des difficultés. Ils peuvent aussi avoir des handicaps, en plus de leur douance, être autistes, être dyslexiques, avoir un TDAH ou des choses comme ça. Mhm. Après, évidemment, ce sont deux grands modèles. Il y a des surdoués qui sont un peu entre les deux, voilà, mais Ouais, comme toujours. c'est pour illustrer à peu près comment ça se passe. Et ça explique aussi pourquoi il y a des surdoués qui s'en sortent bien et qui sont un petit peu cet archétype du premier de la classe qui touche tout ce qui réussit, et d'autres sont un peu plus dans le genre torturés, en difficulté scolaire et sociale. Donc ce serait principalement à cause de ça. D'accord. Voilà. Et donc, quand Magali trouve que le type INFJ en base 1 ressemble beaucoup au profil au potentiel complexe, tu as un avis là-dessus? Déjà, je m'interroge un peu sur quelles caractéristiques aurait un surdoué selon cette personne, parce que comme je disais au début, quand on essaye d'accoler des caractéristiques, des traits de personnalité au surdoué, c'est souvent avec des gros biais de représentation, ou en tout cas on peut supposer qu'il y en a. Donc du coup, je vois pas pourquoi ce serait plus l'INFJ que l'INFP ou le NTP ou n'importe quoi d'autre finalement. Surtout qu'en général, quand on parle de l'archétype du surdoué qui ressort souvent chez les psys, ça va plus me faire penser à du NP, le surdoué qui veut un peu toucher à tout, qui a un CV qui ressemble à une brousse et qui a 15 000 pensées qui partent dans tous les sens. Ça va plus m'évoquer NE que NI, on va dire. Ça me fait penser, ce que tu viens de dire là, justement, on parle souvent de pensée en arborescence, pensée linéaire. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors ça, c'est pas une observation qui est très scientifique, on va dire. Surtout que, comme on disait au début, c'est plus une histoire de spectre qu'une histoire de... Il y a des gens qui pensent comme ça et des gens qui pensent comme ça, et entre les deux, il y a une grande ligne bien nette. Mais le terme que je préfère, ça va être pensée divergente. C'est la capacité à penser hors du cadre, en fait, à penser hors de la boîte. Et ça, tout le monde est capable de la produire, mais en général, plus le QI va être élevé et plus ça va être facile de pratiquer la pensée divergente, plus ça va sembler naturel et ça va être fréquent. Donc voilà, je préfère penser toujours en spectre plutôt que de dire les surdoués ils peuvent le faire et les autres gens non, ils peuvent pas. On trouve souvent ce genre de propos tranchés. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est hyper compliqué et qu'à force de vouloir trop le vulgariser, on arrive dans des choses qui sont pas fondamentalement fausses, ça part de quelque part, mais c'est juste tellement simplifié que ça coupe une trop grande portion de la réalité pour moi. Déjà qu'on a du mal à savoir à quoi elle ressemble, la réalité, alors si en plus on la réduit comme ça. Et donc pour revenir à aux questions que tu as posées, moi je pense pas qu'il y ait un type de personnalité qui soit la personnalité surdouée, tout simplement parce que je ne pense pas qu'il y ait une personnalité surdouée. Il y a énormément de façons d'être surdoué, et le seul dénominateur commun qui fait consensus, ça va être l'efficience intellectuelle. Après, il y a des surdoués qui sont très axés émotion, d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Bon, le suspense est complètement grillé, mais restez quand même, il y a encore des questions. Ça va encore être intéressant. On va rester avec Isabelle qui se demande
Mais bon, bah voilà, c'est... Je suis trop efficace. Je casse trop les rêves des gens. Mais bon, allez, on va continuer comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient rien entendu. Là, j'ai encore d'autres choses à dire sur ce sujet, de Oui, toute voilà, façon. c'est ce que je dis. Restez, ça va être intéressant. Donc, on reste avec Isabelle, qui se demande si tous les surdoués sont des types N. Ah, ça, c'est une question qui m'a souvent été posée. Alors, il y a deux, je vais présenter deux aspects dans cette question, parce que j'ai pas de réponse, comme toujours, puisqu'il n'y a jamais, à ma connaissance, aucune étude à grande échelle qui ait été faite dans des bonnes conditions pour connaître la vraie corrélation MBTI-douance. En revanche, il y a quelques petites études que j'ai sous la main. Alors, il y en a une, la plupart ce sont des études amatrices, et il y en a une, c'est une étude de Cécile Bost dans son livre sur les surdoués au travail. Après, je me méfie un petit peu parce qu'elle a l'air d'avoir une approche assez superficielle du MBTI. Elle parle que des lettres. Et en plus, elle donne aucune indication sur l'étude. On ne connaît pas la taille de l'échantillon. On ne sait pas dans quelles conditions ça s'est fait. Donc voilà. Mais effectivement, la plupart des études qui ont été faites, elles mettent en avant le fait qu'il y a une plus grande proportion de surdoués chez les N. Il y en a aussi chez les S, mais en moyenne, il y a plus de N. Donc il y a cette donnée-là, et une donnée qui, je pense, est à prendre en compte aussi, c'est que, à mon avis, les surdoués de type N sont moins bien adaptés, et donc il y a de fortes chances qu'ils aillent plus consulter que les surdoués S. En tout cas, si je prends rien que dans mon entourage, j'ai plusieurs S que je soupçonne très fortement d'être surdoués, et je sais que ces gens-là, ils iront jamais passer des tests parce que ils estiment que c'est pas intéressant de claquer 250 ou 300 € dans un test, alors qu'ils s'en sortent très bien dans leur vie, ils réussissent, ils sont contents, voilà. Et ils n'ont pas de côté quête identitaire abstraite comme peuvent avoir beaucoup de N. Donc voilà. Donc je pense que ces deux données sont à confronter ensemble. Ça fait que finalement, on ne sait pas trop. Après, c'est probable que les tests de QI mettent plus en avant l'intelligence du N, et donc fait qu'en moyenne, ils obtiennent des scores plus élevés. Mais en tout cas, je pense que c'est pas une bonne idée de faire une corrélation absolue, genre une personne elle est S donc elle peut pas être surdouée, ou à l'inverse, une personne elle est N donc elle est surdouée. Ça par contre, on est sûr que c'est pas une bonne idée. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de confusion entre la faculté à gérer, disons, tout ce qui est concept abstrait et l'intelligence académique, finalement, où peuvent exceller aussi des types, je pense notamment à l'association introvertie, qui peut être très bonne là-dedans, dans ce type d'intelligence. Enfin, je sais pas, quand tu parlais des types S que tu connais, est-ce que tu as remarqué plus sensation introvertie ou extravertie ? Les deux, j'ai les deux. Après, c'est des gens que je vais trouver particulièrement efficaces et pertinents dans leur type de personnalité, et du coup, ils vont pas avoir la même façon d'être surdoués que dans les descriptions de N, on va parler d'une personne voilà, qui est très théorique, très abstraite. Pour moi, c'est comme pour l'autisme, il n'y a pas un profil de surdoué, il y a autant de façons d'être surdoué que de personnalités existantes. Et il y a ce facteur vitesse, vitesse de traitement, lucidité, une capacité plus grande à faire des nuances, à voir que les situations elles sont complexes et on ne peut pas juste dire il suffit de faire ça ou de ne pas faire ça pour les résoudre. Et j'ai l'impression aussi, alors c'est juste une impression, donc que chacun il interprète ce qu'il veut, il peut... j'aimerais bien avoir plus de perspectives sur ce sujet, mais j'ai l'impression que les surdoués, ils équilibrent en moyenne un peu plus rapidement leurs fonctions. C'est-à-dire que quand je vois des surdoués, des S que je soupçonne d'être surdoués, c'est des S qui ont une fonction N qui est bonne, ou en tout cas qui est plus développée que les S de leur âge. Et c'est pas forcément l'inverse avec les N, enfin, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont plus facilement accès à leurs fonctions qui sont inférieures. Pareil pour le T et pour le F, quand je croise des surdoués F, des surdoués avérés même, c'est des gens qui ont souvent une fonction T. Enfin, ils ont plus de facilité à passer d'un mode à l'autre, même si ça va quand même les fatiguer et tout, parce que c'est quand même leur fonction inférieure. Et inversement, les surdoués T que je connais, ils ont tous un côté hypersensible, plus ou moins refoulé. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après,
Je dis ça sans prendre position, voilà, j'expose juste mes constats s'il y a des gens qui veulent comparer avec leur expérience. Ah, mais justement, on va en reparler dans un petit instant de cette faculté à passer d'une fonction à l'autre. Mais j'ai juste encore une petite question de Isabelle, toujours, hein, avec cette fois une question sur la répartition entre introverti et extraverti. Est-ce que tu as remarqué quelque chose à ce niveau-là? Non, alors avant, comme beaucoup de gens, je pensais que les surdoués étaient plutôt introvertis. J'avais aucune raison logique de penser ça, mais tout le monde le disait, alors et j'avais pas fait assez de recherches, mais j'ai pas l'impression particulièrement que les surdoués soient plus l'un ou l'autre. Non, je vois rien à ce niveau-là. Après, c'est possible que les surdoués extravertis, ils aient plus souvent l'air introvertis du fait qu'ils se sentent en décalage avec les gens. Donc peut-être que ça vient de là, cette croyance que les surdoués sont plus introvertis. En tout cas, les surdoués extravertis que je connais, ils sont tous beaucoup moins eux que des moyens, on va dire, parce qu'ils se retrouvent seuls par contrainte, ils ont du mal à trouver des interlocuteurs, ou ils sont fatigués par d'autres choses que ce qui fatigue habituellement les introvertis, genre ils sont fatigués par la bêtise humaine, comme ils disent, ou par des choses comme ça, et donc ça fait qu'ils vont un peu vouloir se couper de l'humanité, même s'ils ont besoin de beaucoup de stimuli par ailleurs. Cécile nous a envoyé un lien vers une conférence avec un passage spécifique à l'utilisation des fonctions cognitives par les surdoués, justement. Si vous voulez voir cette conférence, je vais vous laisser un lien en description, mais pour résumer vraiment très rapidement, l'animateur relate que sur base de ses expériences avec les surdoués, il aurait remarqué justement que ceux-ci peuvent très facilement accéder à toutes les fonctions, et donc finalement, en quelque sorte, un petit peu incarner le type de personnalité qui leur convient, hein, pour vraiment résumer grossièrement. Donc la chouette, tu as visionné aussi cet extrait. Est-ce que tu as envie de partager ton avis sur ce que tu as vu? Oui, je l'ai visionné un peu dans la douleur, je dois dire, mais je l'ai visionné. Non, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a mal compris le MBTI ou qui l'explique mal, ou les deux, mais si effectivement je suis d'accord avec le fait que les surdoués, en tout cas j'ai constaté, ils ont tendance à passer plus facilement d'un mode à l'autre. La façon dont ils le formulent, on dirait que les surdoués c'est des gens qui ont les 16 personnalités dans leur tête, qui prennent le contrôle à tour de rôle. Alors que, enfin, la douance n'est pas un trouble de la personnalité, parce que quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui a un trouble dissociatif de l'identité, et ça n'a rien à voir, et c'est vraiment pas facile à vivre. En gérer 2, c'est déjà pas facile, mais 16. Oui, enfin, à mon avis, ça doit arriver rarement, que d'en avoir 16, ça fait quand même vraiment beaucoup, mais bon. Bref, en tout cas, c'est ce qui me semble manquer à l'explication de ce monsieur, c'est que il prend pas en compte la notion de préférence. C'est-à-dire qu'il va se dire, quand on regarde la télé, on est un S, et si 2 secondes après, on fait une réflexion philosophique, on est un N. Alors qu'un type MBTI, c'est pas une photographie figée dans le temps, c'est une structure qui évolue et qu'il faut prendre dans tout son contexte. Si on prend une personne de type ISTP, quand on la désigne en tant qu'ISTP, on la désigne aussi bien quand elle est gamine que quand elle a 25 ans ou 40 ans, et ça englobe toutes les possibilités de développement de son N, de son F et de toutes ces parties qui sont dans l'ombre de son type. On va pas dire de la personne qu'elle est ISTP parce qu'elle vient de resserrer un boulon sur un meuble Ikea et c'est très très ISTP de faire ça. Donc... Et peut-être qu'après elle va sortir discuter avec ses voisins et qu'elle deviendra ESFJ. Non, ça marche pas comme ça, le MBTI. Et malheureusement, c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça et qui vont se dire qu'elle change de type à chaque fois qu'elle change d'activité, alors qu'une activité, c'est pas une fonction cognitive... il faut vraiment voir ça de façon synthétique à l'échelle de toute sa vie. Après, peut-être que ce que ce monsieur voulait dire, mais que peut-être qu'il l'a mal formulé, c'est que les surdoués, c'est souvent des gens qui sont multidimensionnels. J'ai l'impression que la plupart des gens qui ne sont pas surdoués, ce sont des personnes qui ont une ou deux dimensions dans leur personnalité, dans leur identité. Par exemple, en général, on va être soit un scientifique, soit un littéraire, soit un intello, soit un sportif. Et c'est rare les gens qui vont avoir plus que une ou deux dimensions comme ça dans leur identité. Alors que les surdoués, c'est souvent des gens qui vont être à la fois des scientifiques, à la fois des littéraires, des historiens, des artistes, des sportifs, et tout ça en même temps dans la même personne. Ce qui fait que quand on la connaît que dans un contexte, on peut être vachement surpris parce qu'on la voit ailleurs, elle est en train de parler d'un truc qui n'a rien à voir, avec pas du tout la même approche. J'ai même l'impression que les gens projettent, parce que souvent, quand on expose une partie de sa personnalité, les gens vont s'imaginer qu'on n'a que celle-là, et qu'on n'en a pas d'autres. Oui, je suis d'accord. Et par exemple...
Si je vais quelque part et que je parle de science et de zététique, les gens vont se dire « Ah, celle-là, c'est une scientiste, c'est quelqu'un qui pense qu'à la science tout le temps, qui est hyper rigoureuse et qui méprise les trucs pas scientifiques. » Et le lendemain, je vais aller à un autre endroit et je vais parler de spiritualité. Les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire « Mais je comprends pas, je croyais que c'était une scientiste, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et ils ont du mal à se dire qu'on peut combiner plusieurs aspects comme ça qui peuvent être contradictoires et en même temps leur trouver une harmonie, une cohérence globale. Et peut-être qu'il voulait dire ça. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, mais la façon de formuler m'a semblé vraiment maladroite. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens d'expliquer. C'est vrai que ça bouscule un peu, disons, le besoin de classifier du cerveau, finalement, quand t'as mis quelqu'un avec une certaine classification, le retrouver ailleurs, c'est très perturbant. Et moi, j'ai déjà vécu ça. C'est un autre exemple tout bête, hein, mais le principe est le même, exactement, et ça m'avait surprise terriblement. C'est de dire, j'écoute de la musique électronique, et puis quelques temps plus tard, j'écoute du rock. On va me dire, ah bon, t'écoutes du rock? Mais je pensais que tu aimais bien la musique électronique, tu vois. Je savais pas que t'étais comme ça. Voilà. Quoi? Tu peux écouter plusieurs styles de musique? Mais comment c'est possible? Ouais, mais ça m'avait vraiment, vraiment surprise à l'époque. Et donc, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Et je pense que c'est un défi pour le cerveau, en fait, hein, une fois que le cerveau a classé quelque chose, de revoir son classement, finalement. Oui. Puis à noter qu'il y a aussi des surdoués qui peuvent avoir ce problème, hein, dans certaines dimensions. Ils peuvent tout à fait se dire que tel sujet, c'est tout noir ou tout blanc. Et puis quand ils découvrent qu'il y a plein de nuances de gris, ils se disent « Ah non, c'est gênant. » Enfin, c'est pas parce qu'on est surdoué qu'on est épargné par ce genre de choses. Peut-être que ça nous arrive moins souvent, mais en tout cas, ça nous arrive, ça c'est sûr. Alors, on va clôturer cette partie de MBTI avec la dernière question dont on ne se doute pas du tout de la réponse. Donc Sébastien se demande s'il existe quelques profils MBTI où serait concentrée la majeure partie des surdoués, ce qui rejoint cette question dont j'avais parlé au début, la question collective énoncée. Existe-t-il des liens statistiques entre QI et profil MBTI? Avec ce que tu nous as dit, on a déjà une petite idée. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Dans l'étude de Cécile Bost que j'ai citée, alors là, j'ai pas sorti le livre de ma bibliothèque, mais je me souviens à peu près de ce qu'elle disait. En gros, c'est une étude qui disait qu'il y avait plus de NP. En tout cas, chez les NP, il y avait proportionnellement plus de surdoués par rapport aux autres types. Ensuite, c'était les N en général, mais pas forcément, parce que par exemple, le type ISTJ, je me souviens qu'il était haut dans le classement, plus haut que les types NJ, par exemple. Voilà, et c'est quelque chose qui a tendance à ressortir de plusieurs petites études sur de petits échantillons que j'ai vus. Donc voilà, ça c'est pour les stats. Après, comme toujours, j'invite à remettre en perspective, parce que quand je vois des témoignages de gens qui ont des problèmes pour s'adapter et qui vont consulter chez le psy, c'est souvent des NP, même quand ils sont pas surdoués. En fait, j'ai l'impression que c'est un profil qui s'adapte pas bien à notre société, qui correspond pas trop aux attentes sociales, aux attentes des entreprises et tout ça. Donc voilà, pour moi, il y a un biais. Après, je saurais pas dire l'ampleur du biais, je saurais pas, mais voilà. J'invite en tout cas à toujours prendre des pincettes sur ce genre de sujet. Eh bien, voici qui clôture cet épisode, ainsi que cette série. Et pour faire une conclusion, après ces 3 épisodes, ces 3 thématiques liées à la personnalité, quel message est-ce que tu aurais envie que les gens qui nous écoutent retiennent en définitive ? Alors, quelque chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que tous les sujets qu'on a abordés ici, ce sont des sujets qui sont très très complexes, et tout le monde a tendance à vouloir les résumer à quelque chose, dire les surdoués ils fonctionnent comme ça, les autistes ils pensent comme ça, et essayer de faire des modèles, c'est très très bien, c'est nécessaire pour mieux comprendre les choses, et beaucoup de gens ont fait de très très bons modèles et de très bonnes hypothèses qui sont intéressantes à explorer. Mais j'invite les gens à toujours prendre du recul et à toujours différencier la réalité qu'on n'arrive pas forcément à saisir sur ces sujets et les représentations qu'on s'en fait. La sagesse de la chouette. Il y a un proverbe qui dit que la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. Ça veut dire que pour avoir une vision claire d'un sujet, il faut prendre un certain recul et attendre
d'avoir réuni un certain nombre d'informations et laisser mûrir chacune d'entre elles, parce que sinon on est la tête dans le guidon et on loupe énormément de choses potentiellement. D'où le choix de ton pseudo. Entre autres, oui. Ton actualité, je rappelle, c'est surtout ton livre sur l'autisme en recherche d'éditeur. Je rappelle aussi que si vous êtes éditeur ou si vous êtes proche du monde de l'édition, vous pouvez contacter la Chouette via le lien que je vous laisse en commentaire et en description. À part le livre, y a-t-il d'autres actualités ou projets dont tu as envie de nous parler? Les questions que tout le monde doit se poser. Est-ce que la Chouette va republier sur son blog? Est-ce que la Chouette a pris goût au podcast et va continuer dans cette voie? Ça dépend des invitations, hein, j'ai envie de dire. Hein. Si quelqu'un a envie de faire un projet audiovisuel avec moi, il peut me contacter sur la page Facebook de mon blog. Après, je pense pas que je vais réécrire sur mon blog ou de façon occasionnelle, mais c'est sûr que je vais continuer d'écrire des livres. Voilà, j'en écris même un autre là. Bon, c'est un roman de fantasy, ça n'a pas grand chose à voir, mais ça peut toujours vous intéresser. Mais en tout cas, je tiendrai les lecteurs au courant sur mon blog de l'avancée du livre et de l'avancée de mes projets en général. Eh bien, merci encore d'avoir été une très chouette invitée. Je sais, c'est facile, hein, mais bon, c'est vrai. On l'a jamais faite celle-là. Ah. Mais c'est sincère, en tout cas, beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. Ah, merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Portez-vous bien et à très bientôt.